Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Séverine mais Edwige. Avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous dire quelques mots sur la personne à l'origine de notre équipe et du collectif Agir Ensemble pour Edenheim, Séverine Weider-Nélis. Certains d'entre vous la connaissent déjà, d'autres peut-être un peu moins. Séverine connaît profondément Edenheim. Elle y a passé une grande partie de son adolescence et déjà pendant ses années de collège, elle disait « Plus tard, je ferai ma vie ici ». Et elle l'a fait. Il y a 16 ans, elle s'est installée ici. Elle y a construit sa vie et fondé sa famille. Elle s'y est mariée avec un natif de Edenheim, Nicolas. Et c'est ici que leurs 2 enfants grandissent aujourd'hui. Edenheim n'est pas seulement un lieu pour elle, c'est son choix de cœur. Séverine est une personne tournée vers les autres. Depuis son jeune âge, l'humain est au centre de son parcours. Au collège déjà, elle était déléguée de classe, toujours prête à défendre ses camarades. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est orientée vers des études de pharmacie et sa vie professionnelle reflète cet engagement au service des autres. Aujourd'hui encore, elle est membre d'associations comme les Dauphins de Saint-Louis ou encore les Papillons qui luttent contre toutes les formes de maltraitance faites aux enfants en leur offrant la possibilité de libérer leur parole à l'écrit en disposant des boîtes aux lettres à des endroits stratégiques. Mais Séverine est aussi une personne engagée dans la vie publique. Depuis 12 ans, elle est conseillère municipale. Elle connaît le fonctionnement d'une municipalité, le terrain et surtout, elle connaît les habitants. Elle sait ce que représente la gestion d'une commune et les responsabilités que cela implique. Son engagement comme conseillère régionale lui a également permis de défendre des projets pour Edenheim, d'aller chercher des financements lorsque c'était nécessaire et de porter des combats importants, notamment pour l'égalité des chances pour les femmes, pour les enfants et pour l'accès aux soins. Mais ce qui me touche le plus chez Séverine, ce n'est pas seulement ce qu'elle fait, c'est qui elle est. Je connais Séverine depuis une dizaine d'années déjà. J'ai découvert en elle une femme forte, solide, engagée. Une femme qui ne triche pas et qui tient sa parole. Une femme exigeante, et l'équipe ne vous dira pas le contraire, mais avant tout exigeante avec elle-même. C'est aussi une femme enthousiaste, positive, qui aime la vie, qui rit beaucoup, et qui sait entraîner les autres par son énergie. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle m'a enrôlée dans cette aventure. Séverine est quelqu'un de profondément attachant, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est inclusive, et parce que quand elle croit en quelque chose, elle ne lâche rien. C'est aussi quelqu'un qui écoute, vraiment. Elle prend le temps de comprendre, elle encourage les décisions collectives. Elle ne fait pas de promesses faciles. Certains ont parlé d'effet d'annonce, mais en réalité, en tant que leader, Séverine préfère le travail de fond aux annonces spectaculaires. Et si nous sommes aujourd'hui à ses côtés, c'est parce que nous savons une chose. Séverine mettra toute son énergie au service de notre commune. Alors je vous propose maintenant de l'accueillir chaleureusement, Séverine Weider-Nélis. Il n'y a pas tout qui était préparé, je vous assure. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour cela aussi. Si vous êtes présents ce soir, ce n'est pas par hasard. C'est parce que dans 6 jours exactement, nous allons choisir la direction que nous voulons donner à Edenheim. Et ce choix est important. Il est pour chacun d'entre nous, pour nos familles et pour notre village. Ces derniers mois, nous nous sommes rencontrés sur le terrain. Les jeudis matins au marché, les samedis dans nos quartiers, ou même pour certains dans vos maisons. Merci pour votre accueil. Nous avons écouté vos idées, vos attentes et vos préoccupations. Ce soir, j'aimerais vous répondre. Avec clarté, avec sincérité, avec conviction. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer chaleureusement, j'ai vu dans la salle, les anciens maires présents dans cette salle. Madame Patricia Schillinger, sénatrice, Monsieur Gasser, maire honoraire,
Votre engagement fait partie de l'histoire des Guénaïm et c'est un honneur de poursuivre ce dialogue devant vous. Je suis ici avec un profond respect pour chacune et chacun d'entre vous. Je suis ici parce que j'aime les Guénaïm et parce que je crois profondément que notre village mérite un nouvel élan. Et cet élan, nous pouvons l'impulser ensemble. Depuis des mois, voire des années, vous m'avez confié vos ressentis. Ça avance, mais trop lentement. On pourrait faire plus. Je pense encore à ce monsieur qui m'a dit « Et Guénaïm s'éteint petit à petit ». Ces mots, je ne les ai pas oubliés. Je les ai reçus comme un appel, comme une responsabilité. Et Guénaïm a des atouts formidables, nous le savons. Une situation géographique unique au cœur des 3 frontières, des associations dynamiques, des familles engagées. Mais ce potentiel ne doit pas simplement exister. Il doit être porté, encouragé, développé. Un constat n'est pas une fatalité, c'est un point de départ. C'est le moment où l'on choisit de se mettre en mouvement. Et c'est là qu'une première question s'impose. Où voulons-nous aller? Et comment voulons-nous avancer ensemble? Pour répondre à vos attentes, notre vision est simple et claire. Nous voulons remettre Guénaïm en mouvement, lui redonner de l'élan, du souffle, de la fierté. Non pas pour tout bouleverser, on ne changera pas le monde, mais pour faire évoluer notre commune à la hauteur de ce qu'elle peut devenir. Nous devons penser à aujourd'hui, mais aussi à demain, à nos enfants, aux jeunes qui grandissent ici, à celles et ceux qui choisiront d'y construire leur vie, et à nos aînés aussi. Nous voulons une commune proche et à l'écoute, avec une mairie accessible, transparente, ouverte au dialogue. Nous voulons une commune où il fait bon vivre, avec des services efficaces, des espaces valorisés et conviviaux, des lieux agréables et fonctionnels. Nous voulons une commune qui prend soin de chacun, des plus jeunes aux aînés, des familles aux associations. Enfin, nous voulons une commune dynamique et fière de son identité. Une commune ne doit pas seulement fonctionner, elle doit inspirer, elle doit donner envie, elle doit rendre fiers tous ses habitants. Guénaïm doit rester un village à taille humaine, mais avec l'ambition d'une commune qui avance. Nous voulons que chaque habitant puisse dire, sans hésiter, « Oui, j'habite Guénaïm et j'en suis fier ». Cette vision est portée par notre équipe. Une équipe compétente, unie et complémentaire. Des personnes expérimentées dans la gestion communale, d'autres qui apportent un regard neuf. Certaines avec une expertise plus technique, d'autres une expertise dans la gestion de projet ou dans la communication, d'autres une expérience associative, économique ou sociale. C'est cette diversité qui fait notre force. Ce que nous partageons, c'est l'envie sincère d'agir pour vous et avec vous. Tout au long de la soirée, vous découvrirez les membres de l'équipe au fil des thèmes que nous vous présenterons. Vous verrez que derrière chaque engagement, il y a une compétence. Et la somme des compétences nous permettra de faire avancer Guénaïm en responsabilité. Oui, nous le savons, le contexte est exigeant. Nous avons traversé des années difficiles, mais nous en traverserons encore, comme l'actualité nous le rappelle chaque jour, malheureusement. Mais diriger une commune, ce n'est pas attendre que les conditions soient au mieux. C'est savoir agir malgré les contraintes, s'adapter, prioriser, anticiper, prendre des décisions et les mettre en action. Dans toutes les communes, il y a des contraintes, des règles, des obstacles. Il y en aura toujours. Ça aussi, nous le savons. Mais être élu, c'est chercher des solutions. C'est trouver des chemins. C'est contourner les obstacles. C'est avancer malgré les difficultés. Notre équipe ne sera pas une équipe d'excuses. Elle sera une équipe de solutions, de méthodes et d'actions. C'est ça l'esprit qui nous anime. Pour porter cette dynamique, pour donner un cap, pour rassembler toutes ces forces, il faut une responsabilité assumée. Si je me présente aujourd'hui, c'est pour prendre cette responsabilité. Être maire, ce n'est pas seulement être sympa et être présent à toutes les manifestations. Je vais être une maire présente
exigeante, engagée, mais aussi une mère humaine, proche de vous, dans le concret. Une mère dont vous pourrez dire, elle a agi, elle n'a pas reculé, elle a tenu parole. Parce qu'une commune qui écoute, c'est bien, une commune qui agit, c'est mieux. Une commune qui écoute et qui agit, c'est une commune qui avance. Et Genaï doit avancer. Une vision, c'est important. Une équipe, c'est essentiel. Mais cela ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la manière de travailler. Parce qu'on peut avoir de bonnes idées, encore faut-il savoir comment les mettre en œuvre. C'est pourquoi nous avons choisi une méthode claire, et c'est Christophe qui va vous la présenter. Bonsoir à tous. Alors, votre vision tient en 4 mots. Écouter, agir, avancer, ensemble. D'abord, écouter. Parce qu'aucune décision durable ne peut se prendre sans vous. Mais écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est comprendre vos besoins. Dialoguer, expliquer nos choix. Décider en transparence et surtout le faire dans la durée. Pas juste lors d'une réunion ponctuelle d'information sur des décisions déjà prises. Ensuite, agir, parce que vous attendez du concret. La gestion sans action ne suffit pas. Il faut des projets qui améliorent réellement le quotidien et qui soient initiés dès que possible, pas en fin de mandat. Mais agir, ce n'est pas promettre tout et n'importe quoi. Agir, c'est choisir, prioriser, être responsable, notamment sur le plan financier. Et puis, avancer. Avancer, c'est anticiper les enjeux de demain. Oser innover quand c'est nécessaire, penser durable. Mais avancer, c'est aussi préserver ce qui fait l'identité de Genaï. Son patrimoine, ses traditions, son esprit de village, on peut très bien dynamiser sans dénaturer. Pour finir, ensemble. Ensemble, c'est favoriser une commune solidaire et vivante, où chacun trouve sa place. Une commune où l'on se parle, où l'on se respecte, où l'on agit collectivement et dans l'intérêt général. Ensemble, c'est associer les habitants, les associations, les acteurs économiques, les jeunes comme les aînés, les familles habitant ici depuis toujours comme les nouveaux venus. Et nous prenons un engagement clair. Aucun projet structurant ne sera engagé sans la validation des habitants et un financement 100% sécurisé. Alors vous l'avez entendu, nous avons une vision, nous avons une méthode, mais surtout, nous avons un projet. Je laisse la parole à Olivier pour introduire notre projet. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux. Je vais commencer mon propos en citant Hegel, qui disait que rien de grand ne se fait sans passion. D'où nous vient cette passion? En juin dernier, Séverine a réuni autour d'elle des habitants de sensibilités et d'horizons différentes, comme ceux que vous voyez actuellement à ma gauche. Et le but, c'était de réfléchir ensemble à l'avenir de notre village. C'est donc ainsi qu'est né Agir ensemble pour Genaï. Une des premières actions de ce collectif a été une consultation citoyenne que vous avez reçue. Naturellement, plusieurs d'entre vous ont répondu à la question qui était « Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous à Genaï ?» Alors, des réponses multiples que nous avons reçues, mais qui étaient en définitive
presque les mêmes, étaient la santé, la sécurité, la circulation, le centre-ville, la jeunesse, le cadre de vie. Naturellement, nous vous avons écouté, nous avons travaillé et nous avons surtout beaucoup bossé. Depuis des mois, nous sommes allés à votre rencontre. Vous nous avez vus dans les quartiers, en réunion. On a organisé des cafés-théâtres, l'histoire de collecter un certain nombre de données qui nous permettront de bâtir un programme sur mesure pour les habitants des Guénins. Proposer des solutions, naturellement, et les détailler, et faire en sorte que ces solutions soient réalistes. Ne pas proposer pour proposer. En effet, un programme municipal, ce n'est pas un catalogue de promesses. On n'est pas des idées à la queue leu pour être bien auprès des habitants. Mais on travaille sur des idées qui peuvent faire avancer le village. Alors, ce soir, le programme que nous allons vous présenter est un programme solide, équilibré et profondément ancré dans la vie quotidienne. Naturellement, la première exigence de notre programme, c'est d'avoir une gestion rigoureuse de l'argent public. L'argent, tout le monde sait, c'est le nerf de la guerre, donc chaque euro doit véritablement servir à une cause bien déterminée. Et ensuite, un engagement doit être tenu. Ce n'est pas la peine de faire de belles promesses si on ne peut pas les tenir. Donc pour faire des promesses, il faut y réfléchir, il faut avoir une vision. Ce programme n'a pas été écrit derrière un bureau. Ce programme ne provient pas de GPT. Tout est sorti, tout a jailli, tout a ressurgi, des témoignages, des paroles, et aussi du vécu qu'avait ou qu'on a ressenti par rapport à la population des Guénins. C'est donc ainsi qu'on a bâti un projet qui repose essentiellement sur 4 axes. Une ville proche et à l'écoute, une ville où il fait bon vivre, une ville qui prend soin de chacun, et une ville dynamique avec une filière qui fait ressentir son identité. Au cours de cette soirée, tous ces points vont être donc abordés et je vais demander à Esther et Camille de venir vous présenter les premiers axes de ce programme. Bonsoir, je suis Camille Duo, j'habite à Egenheim depuis une dizaine d'années avec mon mari et les enfants. Je suis directrice en communication scientifique et si je suis ici ce soir, c'est pour faire avancer Egenheim avec vous. Bonsoir. Moi, c'est Esther Middleditch. Je suis directrice d'opérations cliniques, trésorière de l'association transfrontalière des Amis du Cheval, ou la TRAC, et parent ambassadrice phare au collège de Egenheim. C'est le dispositif de lutte contre le harcèlement. Donc tout commence par une chose essentielle, être proche et à l'écoute des habitants. On nous a beaucoup parlé de proximité, mais la proximité, ce n'est pas être présent aux événements, c'est prendre le temps d'écouter vraiment. C'est pouvoir pousser la porte de la mairie facilement, c'est savoir qu'on aura une réponse. C'est pourquoi nous prenons un engagement clair ce soir. Toute demande adressée à la mairie recevra une réponse sous 2 semaines. Nous serons des élus visibles, bien sûr, mais surtout disponibles. Nous mettrons en place des temps d'échange réguliers, des permanences simples, sans rendez-vous, et aussi des moments plus conviviaux, comme l'organisation de petits déjeuners ou d'apéritifs citoyens. L'information vous sera transmise de façon régulière et systématique. Vous n'aurez plus besoin d'aller la chercher. Par le biais d'une inscription, pour une version papier ou de préférence électronique, vous recevrez des bulletins mensuels qui rappelleront tous les événements et toutes les réunions à venir. Également, une page Facebook du village permettra aux artisans, commerçants et aux associations de pouvoir communiquer sur leur propre agenda événementiel.
Nous moderniserons les services publics et les rendrons accessibles au plus grand nombre, avec par exemple une retransmission du conseil municipal en ligne et une communication multilingue adaptée à tous. Et surtout, nous associerons les habitants en amont des décisions. C'est pourquoi nous créerons un conseil consultatif communal, un espace où seront représentés les quartiers, les associations, les commerçants, les jeunes et les aînés. Son rôle sera simple, donner un avis sur les projets municipaux, faire remonter les besoins du terrain et maintenir un dialogue régulier entre élus et habitants. Et pour les grands projets, nous nous engageons à consulter les habitants par référendum local, parce que certaines décisions méritent l'avis de tous. Être proche et travailler à l'écoute, ce n'est pas juste une posture, c'est une manière de travailler. Et maintenant, je laisse la parole à mes colistiers pour vous parler de notre cadre de vie. Bonsoir à tous et à toutes, je suis David Yoshi, expert en bâtiment. J'ai longtemps travaillé sur des projets et aussi dans le domaine de l'expertise et je m'engage pour faire avancer Egenheim. Bonsoir à tous, je m'appelle Cindy, je suis la gérante du Green Stube à Egenheim, un café événementiel éco-responsable. Et j'aimerais apporter mon expérience dans le développement durable et en tant que commerçante à Egenheim. Bonsoir à tous, Stéphane Mougel, j'ai une entreprise de paysage et c'est par ma passion, par cette passion que je voudrais m'engager pour vous et avec vous pour un Egenheim plus vert, pour un Egenheim plus agréable à vivre. Bonsoir, je suis Yves Carl, établi à Egenheim avec ma famille depuis une quinzaine d'années. Je suis pharmacien et engagé aux côtés de Séverine dans le but de donner un nouvel élan à Egenheim. Je suis Christophe Klein, j'ai 48 ans, je suis responsable informatique dans une entreprise, une usine de la métallurgie et membre de l'amicale des sapeurs-pompiers depuis mon arrivée à Egenheim en 2004. Bonsoir à tous, Frédéric Munch, professeur de PS au lycée Jean Mermoz. Je suis également président du basket club de Egenheim et membre des Oranges Verts. Quand on parle de qualité de vie, on parle de choses très concrètes, ce que vous voyez en sortant de chez vous, ce que vivent vos enfants sur le chemin de l'école, l'état de nos bâtiments, l'image que renvoie notre centre. Et soyons honnêtes, aujourd'hui, notre centre n'est pas des plus attractifs, mais ce n'est pas une fatalité. Nous voulons construire une véritable vision du cœur de ville d'Egenheim 2040. Penser l'évolution de notre centre avec vous tous, habitants et commerçants, réfléchir aux espaces publics, anticiper les mobilités, soutenir le commerce local, créer des lieux où l'on a envie de se retrouver, pas pour tout transformer, mais pour avoir une direction claire. Un village qui avance doit savoir où il va. Bien vivre, c'est évoluer dans un village entretenu, harmonieux et agréable. Nous allons végétaliser intelligemment, créer des îlots de fraîcheur pour faire face aux canicules, transformer les espaces trop minéraux en espaces vivants, et oui, nous irons chercher la troisième fleur, ville fleurie. Pas pour un simple label, mais parce qu'elle symbolise l'exigence, la qualité et l'ambition d'un village qui prend soin de lui-même. L'environnement ne sera pas un discours, et nous avons des spécialistes parmi notre équipe. Il sera structuré par une commission extra-municipale
développement durable, une charte environnementale, un plan énergie communale pour réduire les consommations et développer le photovoltaïque local, et un projet prioritaire, la préservation de notre forêt communale et du parcours Vita, avec un plan d'entretien annuel transparent intégré au plan biennal 2028-2048, la sécurisation et l'entretien des sentiers, la réhabilitation progressive des agrès du Vita originel avec les associations, une concertation systématique avant toute intervention majeure, par exemple de coupe étendue d'arbres, par le biais d'un comité de suivi associant habitants, usagers et associations. La sécurité est l'une des priorités que vous avez exprimées clairement. D'abord, la sécurité routière. Certaines zones sont dangereuses, aux abords des écoles, carrefour central, sur des axes très fréquentés comme les rues de Bâle, de Burgfelden, de Buschwiller, de Hessin ou de Wagenthal. Nous lancerons un diagnostic précis, puis des aménagements ciblés, signalisation, visibilité, ralentissement. Et une fois sécurisés, nous construirons un plan de circulation cohérent avec un développement réfléchi des pistes cyclables et une coordination avec les communes voisines, notamment avec la Suisse. Un label 2 cœurs ne suffit pas si les habitants restent autant préoccupés par la sécurité. Il faut aller plus loin. Nous ne pouvons pas faire reposer toute la sécurité routière sur le projet de contournement bis, parce que ce projet implique plusieurs acteurs. Il ne dépend pas uniquement de la commune, mais surtout d'autres acteurs institutionnels et de la Suisse. Mais soyons clairs, nous soutiendrons pleinement ce contournement. Nous le défendrons, nous pousserons pour son avancée, et nous serons un partenaire exigeant et déterminé auprès des acteurs concernés. Simplement, nous n'allons pas attendre encore des décennies. Egenheim a besoin d'action, de mesures concrètes, de solutions efficaces, maintenant. Bien vivre, c'est aussi se sentir en sécurité, à l'extérieur comme chez soi. Nous formerons un nouvel agent de surveillance de la voie publique pour régler les incivilités, les problèmes de stationnement, les déchets, etc. Et étudierons la possibilité d'une police municipale mutualisée avec une commune voisine pour réduire les flux. Pour lutter contre les cambriolages, nous développerons le réseau Voisins Vigilants qui peut être très efficace s'il est correctement mis en œuvre, pas juste avec des panneaux. Ensuite, il y a les risques climatiques. Avec le changement climatique, nous serons de plus en plus exposés à des phénomènes extrêmes. Des canicules, dont nous avons déjà parlé, mais aussi des épisodes d'inondation, comme ceux que nous avons connus en 2021, avec, il faut le rappeler, un formidable élan de solidarité de la part des habitants de Egenheim, mais qui montre aussi à quel point nous devons être mieux préparés. Nous étudierons les solutions les plus adaptées pour lutter contre les inondations. Bassin de rétention, plantation de haies, élargissement des ruisseaux en amont ou d'autres. Et nous commencerons par assurer un entretien régulier des infrastructures et du l'hertoir. La création d'une réserve communale de sécurité civile, avec des bénévoles formés et une gestion coordonnée par un élu en charge de cela, est également prévue. Anticiper coûte toujours moins cher que réparer. Depuis trop longtemps, certains bâtiments communaux sont laissés à l'abandon. Ils coûtent de l'argent, dégradent l'image du village
et surtout représente des opportunités manquées pour la collectivité. Notre volonté, elle est simple, ne plus subir mais agir. Nous allons donc prioriser leur réhabilitation, lancer des études sérieuses, rechercher activement des financements et surtout décider avec vous de leurs futurs usages. Car un bâtiment laissé à l'abandon, ce n'est qu'une charge. Dès qu'on s'en occupe, il devient un projet, une ressource, une possibilité. Préserver et rénover notre patrimoine, c'est respecter notre histoire, tout en construisant l'avenir. Nous vous consulterons notamment sur l'avenir de la maison Imelin, qui pourrait devenir un lieu convivial et culturel, intergénérationnel. Par exemple, un café littéraire ou une ludothèque. Cette belle maison alsacienne du centre du village mérite de retrouver une seconde vie. Des logements seront créés dans l'ancienne douane de la rue d'Achille. Ça permettra de générer des revenus locatifs pour la commune. Et il en ira de même pour les 2 appartements de l'ancienne horlogerie qui, à l'heure actuelle, sont encore inoccupés. Une rénovation toute simple permettra de les mettre en location et aussi de créer des recettes. L'ancien notariat, lui, il pourrait être transformé en maison pour tous, incluant un espace pour les associations et aussi pour les jeunes. Quant à l'ancienne école maternelle, ça, nous allons y revenir plus tard dans la présentation. Mais là, je le répète, aucun grand projet ne sera lancé sans financement sécurisé à 100% et aussi validation de la population. Réhabiliter un bâtiment, c'est bien plus que restaurer des murs, c'est aussi prendre soin de ce que nous possédons déjà, valoriser nos ressources, améliorer notre cadre de vie et créer des lieux qui rassemblent. C'est cette même logique, celle d'une ville qui prend soin, que nous appliquerons à l'ensemble de notre politique publique. Soin des espaces, soin des habitants et soin du vivre ensemble. Et là, je laisse la parole aux suivantes pour le prendre soin. Bonsoir, je m'appelle Schwartz Ezekiel, je suis un professionnel de l'animation. Donc moi j'encadre et j'anime les groupes d'enfants de 3 à 10 ans, mais aussi les adolescents. Ça fait plusieurs années que je fais ce métier, j'ai travaillé aussi 9 ans au périscolaire de Egonem, j'ai été animateur puis directeur. Je continue à faire ce métier, c'est pourquoi je m'engage aussi pour cette commune, pour apporter mon expérience auprès de la jeunesse et des familles. Bonsoir, je suis Marie-Ève, j'habite Egenheim depuis 2020. Ancienne aide à domicile, je connais bien les réalités des familles. J'aime Egenheim. Je désire m'investir davantage pour créer des liens intergénérations. Je m'engage pour être à l'écoute des habitants et l'avenir de notre village est important. Bonsoir à tous. Je me présente, je vais m'excuser parce que je vais me présenter dans ma langue dans laquelle j'ai été élevée. Et je trouve pour moi c'est important. Donc, Goedenabend zusammen. Ich heiße Sabine Kibler-Kraus. Ich wohne in Hagen seit über 40 Jahren. Bin hier geboren
habe 2 Kinder, ein Mädchen und einen Bub. Und meine 2 Kinder sind aufgewachsen in Hagenen. Hagenen liegt mir am Herzen. Ich bin immer schon in Hagenen gewesen. Die Schule, als ich ein kleines Mädchen war, bin ich immer auf Hagenen gekommen. Mein Papa war Kriegsgefangener in Hagenen. Und durch das bin ich in Hagenen aufgewachsen. Und was ich mache, ist alles für unser Dorf. Denn für mich ist Hagenen immer noch ein Dorf. Und was ich wünsche vor allem, ist, dass wir miteinander zusammenleben in diesem Dorf und alle richtig lachen und wie es früher war. Und das ist wichtig. Denn das fehlt ein bisschen. Und unsere Sprache, die wir nicht haben, das fehlt auch. Ja? Voilà. Ich habe fast alles gesagt. Ich kann nur sagen, dass ich mit dem Severin auf dieser Liste bin, weil ich noch viele Sachen zu machen habe, sagen, und ich investiere für die Leute. Ich habe nämlich gern und ich bin gern unter den Leuten. Und eins habe ich vergessen zu sagen. Ich arbeite in der OBB, sagen. Ich glaube, alle kennen mich und alle wissen, woran ich bin, oder? Und voilà. Ich bin halt gern unter den Leuten. 62 Jahre bin ich auch noch. Voilà. Ich lasse eben anders die Vorstellung. Alors moi, je ne vais pas vous la faire en Alsacien, même si je suis un peu alsacienne quand même, mais bon. Je suis Caroline Arnold, j'ai enseigné 17 ans à l'école élémentaire d'Egenheim avant de prendre une direction de l'école. J'habite à Egenheim depuis 13 ans, je suis aussi parent délégué du collège et ambassadeur fanfare au collège. Alors bonsoir, moi c'est Edwige Belluca, je suis biochimiste analytique et je suis aussi parent délégué à l'école primaire d'Egenheim et vice-présidente de l'association des parents d'élèves de l'école d'Egenheim aussi. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Isabelle Amari, je suis chargée de clientèle à la Poste. J'ai travaillé ici pendant une douzaine d'années au guichet. J'étais aussi bénévole au basket club de Egenheim pendant une bonne dizaine d'années. J'ai laissé la place aux jeunes, parce qu'à un moment donné, les jeunes sont là, c'est bien. Moi, je m'engage pour la commune pour plus de concertation et de communication avec les habitants. Le troisième axe de notre programme est essentiel, parce qu'il répond à une question simple. Est-ce qu'à Egenheim, on se sent bien à chaque étape de sa vie? Prendre soin de chacun, ce n'est pas seulement une question de santé. C'est une vision globale de la commune. C'est faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Dans cet axe, nous avons 4 engagements forts. La santé, la jeunesse, les aînés et la solidarité. Je vais commencer par la santé. Lors de la consultation citoyenne que nous avons menée en octobre dernier, vous vous en rappelez, vous avez été très clair. La santé est votre priorité numéro 1. Elle sera notre priorité numéro 1. Trouver un médecin, obtenir un rendez-vous rapidement, être accompagné dans la prévention, ce sont des besoins concrets du quotidien. Pas plus tard que samedi matin, une dame me disait, je ne sais pas si elle n'est pas là parmi vous, qu'elle doit faire des kilomètres pour aller voir son médecin traitant qui est à Turckheim. Vous vous rendez compte, à Turckheim, pour aller se faire soigner? Parce qu'ici, elle n'en a pas trouvé, alors que ça fait des années qu'elle habite ici. Alors oui, c'est un besoin réel, concret et quotidien. Et nous allons proposer de créer un pôle santé et prévention à Egenheim. Un lieu où des professionnels peuvent s'installer. Un lieu où l'on pourra faire de la téléconsultation. Un lieu où l'on organise les gestes qui sauvent pour tous les habitants. Des actions de prévention. Un lieu où l'on accueille des bus de dépistage, de mammographie par exemple, comme ça se fait ailleurs. Un lieu pour mieux soigner, mieux accompagner, mieux protéger.
Alors est-ce possible financièrement? Oui, et de manière crédible. D'abord parce que nous avons un bâtiment. Vous le savez, on a l'ancienne école maternelle. Aujourd'hui, ce bâtiment est sous-utilisé, principalement comme espace de stockage, alors qu'elle pourrait redevenir un équipement essentiel pour toute la commune, comme elle le fut un certain temps. Elle a la surface suffisante pour des salles de consultation, des bureaux, une salle d'attente et même un parking. À l'étage, par exemple, des logements pourraient être rénovés, ce qui permettra de générer des recettes locatives pour la commune. Nous transformerons donc un bâtiment qui existe déjà. Et le financement. Sachez qu'Egenheim est classé en zone d'intervention prioritaire face aux déserts médicaux. Cela veut dire une chose très concrète. Ce type de projet pourra obtenir plus de subventions et pourra être subventionné à hauteur d'au moins 70%. Par l'État, via l'ARS, la région, le département, et via des aides également octroyées aux médecins lorsqu'ils s'associent et s'installent ensemble. Nous avons déjà chiffré le projet. Bâtiment, matériel, parking compris. Ce projet nous coûterait 1,2 million au total environ. Avec les subventions que je viens de vous donner, le reste à charge pour la commune est estimé à 360 000 €. Vous en conviendrez, pour un projet de cette importance, c'est un investissement raisonnable et surtout stratégique. D'autant qu'on va le rappeler, la capacité d'autofinancement de la commune pour le mandat à venir est estimée à 1 960 000 €, sachant qu'il y a 2 prêts qui vont prendre fin au cours du mandat à venir et donc nous donner une marge de manœuvre supplémentaire. Et même si un emprunt devait être fait, nous l'avons calculé à 3% sur les 10 années à venir, on arriverait à 420 000 € de reste à charge pour la commune au total, étalé cette fois sur 10 ans. Autrement dit, oui, Egenheim peut financer ce projet. Ce n'est pas un rêve, ni un vœu pieux, c'est un projet réaliste, finançable et cohérent. Et nous avons les compétences pour le mener. Notre équipe compte 8 personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Nous connaissons les besoins et les attentes des médecins. Nous savons comment monter le dossier. Nous savons où trouver les financements. Nous avons des contacts déjà intéressés par une installation à Egenheim. Mais attention, nous le savons, les nouveaux médecins ne veulent pas travailler tout seuls. Ils veulent des structures modernes, pluriprofessionnelles, bien organisées. Donc oui, nous allons le mettre en œuvre, nous allons mettre en œuvre une stratégie complète. Des locaux adaptés, un accompagnement administratif, des aides à l'installation et des solutions pour leurs familles, comme une place en crèche ou au périscolaire pour le repas de midi. C'est ce qui attire de nos jours. Les médecins ne travaillent plus comme à l'époque. Et c'est ce qui les fait venir, c'est ce qui fait rester. Et c'est exactement ce que nous proposons. Ce pôle santé s'intégrera parfaitement dans les axes du contrat local de santé de Saint-Louis Agglomération. Le partenariat est donc naturel. Nous travaillerons donc avec l'Aglo pour faire de ce pôle un projet stratégique, intégré dans une vision territoriale cohérente. Et vous le savez, d'autres communes ont déjà leur pôle santé, alors pourquoi pas nous? Soyons un peu ambitieux. Oui, Egenheim peut avoir le sien, pour améliorer l'accès aux soins, pour faciliter le parcours de santé, pour répondre aux besoins des habitants, et surtout pour garantir que demain chacun puisse dire à Egenheim, je peux être soigné près de chez moi. Alors, quand on parle de prendre soin de chacun, on pense aussi aux familles, à celles qui jonglent avec les horaires, les inscriptions, les imprévus. On le sait, la vie d'aujourd'hui est intense. Alors notre rôle, ce n'est pas de la compliquer, c'est de la simplifier. Être une commune qui facilite la vie, ça veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que les parents ne doivent pas inscrire leurs enfants au périscolaire dès sa première année de vie pour s'assurer une place. Cela veut dire qu'ils ne doivent pas non plus chaque année se demander s'il y aura une place au périscolaire à midi.
Ça veut dire que les enfants apprennent dans de bonnes conditions et avec le matériel nécessaire à l'école. Qu'ils sont protégés sur le chemin de l'école, évidemment. Qu'on continue d'agir avec l'école et le périscolaire pour prévenir le harcèlement. Ça veut dire que les services s'adaptent aux familles et sûrement pas l'inverse. Des horaires plus souples avec un accueil matinal et des modes de garde à horaires plus flexibles. Des solutions quand on travaille tôt ou tard. Un interlocuteur clair, un vrai service municipal jeunesse et famille, pour favoriser la communication et la coordination entre la commune et les acteurs de la jeunesse, scolaire et périscolaire, et permettre l'élaboration d'un vrai projet pédagogique global pour nos enfants. Et puis il y a une réalité qu'on ne peut ignorer. Si nos jeunes adultes ne peuvent plus se loger ici, si nos familles ne peuvent plus s'installer ici, alors le village se vide doucement. Nous voulons permettre aux jeunes adultes de rester, même s'ils n'ont pas de salaire suisse. Aux familles de construire leur vie ici, avec des logements à tarif abordable. Et enfin, parce que réussir, ce n'est pas avoir de bonnes notes, chaque enfant doit pouvoir pratiquer une activité sportive ou culturelle pour s'épanouir. Nous maintiendrons les aides aux activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'accès à la piscine de Village Neuf, aux salles communales et aux stades pour les écoliers. Un village vivant, c'est un village où les enfants grandissent heureux. Le sens de la vie, c'est apprendre. Toujours. Apprendre et transmettre. Parce que transmettre, c'est donner. Donner, c'est aider. Aider, c'est avancer. Et avancer, c'est grandir. Vous l'aurez compris, faire grandir notre jeunesse huguenoise est une nécessité, car celle-ci constitue notre avenir. Les classes de maternelle, en passant par l'élémentaire et le collège, quelle place désirons-nous donner à cette jeunesse? Investir dans la jeunesse, ce n'est pas comme le disent certains, repeindre une salle de classe ou participer aux fournitures scolaires. Investir dans la jeunesse, c'est lui donner les moyens de grandir, de s'épanouir, pour former les citoyens de demain. En premier lieu, nous voulons mettre à disposition des jeunes un espace intérieur, rien qu'à eux, un lieu pour se retrouver, créer des liens, s'amuser en toute sécurité. Ce projet pourra être réfléchi avec l'association Jeunesse à venir, par exemple. Nous développerons également la zone multisport pour tous, jeunes et moins jeunes, avec un terrain de pétanque et des structures sportives, et mettrons en place des animations sport et nature ou vita parcours pour des moments de partage intergénérationnel. Ensuite, nous aiderons les jeunes à se préparer à leur avenir. Le monde se transforme rapidement, les repères changent, l'orientation peut être angoissante. Notre rôle, c'est d'ouvrir des portes, créer des rencontres, mettre en lien les jeunes et les professionnels du village de tous les domaines pour partager leurs expériences. Montrer que des parcours et des carrières sont possibles, ici aussi. Notre proposition, un mentorat des métiers. Enfin, investir dans la jeunesse, c'est lui donner une voix, une responsabilité, un espace pour débattre et agir. C'est lui dire « on te fait confiance ». C'est former les citoyens engagés, à même de comprendre comment fonctionne leur commune et les différentes institutions, et prendre part aux décisions qui les concernent. Pour ce faire, nous créons une instance, un conseil municipal des jeunes, dont le recrutement est identique au conseil des adultes, et le passeport civique, dont la réflexion pourra se faire en lien avec l'école élémentaire, par exemple. Qu'est-ce qu'un passeport civique? À l'aide de ce dispositif, les jeunes seront incités à accomplir des missions citoyennes tout au long de l'année. Participer aux commémorations,
à des actions de protection de la nature, des actions solidaires, découvrir l'histoire et le patrimoine d'Egenheim, comprendre le fonctionnement démocratique. Comme récompense, en fin de parcours, nous les emmènerons à la découverte des institutions européennes à Strasbourg et des lieux de mémoire en Alsace. Donner du sens pour faire grandir, donner du sens pour éveiller à la curiosité, donner du sens pour transmettre des valeurs civiques, donner du sens pour responsabiliser, alors nous aurons une jeunesse fière et engagée. Tout ce que je vais dire là, ça va être en français, Maria, donc t'inquiète. Voilà. Bon, moi je suis ici pour vous parler de nos aînés. Voilà. On les oublie trop souvent, on n'en parle pas trop souvent, et puis voilà, ils se retrouvent seuls. Alors pour ceux et celles qui ont un peu plus de temps, mais parfois moins de liens, nos aînés, on en parle souvent, on doit prendre soin d'eux, mais nous, on veut seulement vous occuper d'eux, et puis voilà. Ce que moi je voudrais faire, c'est qu'il faudrait les intégrer pleinement dans nos activités, dans nos vies, partout, parce que des années, on le sera un jour aussi, nous. Et donc, mais non, vous n'êtes pas... non. Moi, j'estime que pour moi, les aînés, c'est une richesse immense. C'est le patrimoine, c'est la mémoire, et c'est de vivre avec eux, ça doit rester enrichissant, ça doit rester... Et le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est de faire de l'intergénérationnel, de mettre les jeunes avec les anciens, pour que les anciens apprennent à nos jeunes ce qui a été, ce qui est la mémoire vivante. C'est très bien, c'est fort, pour moi c'est fort. Et nos anciens ont toujours tellement de choses à nous raconter, je me retrouve souvent avec eux quand je vais leur rendre visite. Et ce qu'ils me racontent est tellement riche et fort, et souvent je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont seuls. Est-ce que nous, on aimerait, par ce biais-là, essayer d'être là pour eux, essayer de leur ouvrir les portes, et de ne pas avoir ce sentiment, cette impression que de vieillir seul, c'est pas bien, vieillir seul, c'est pas bien. Et pour ça, on essaie aussi de créer un conseil des sages. Parce que dans la vie, même dans un conseil municipal, les avis des anciens, les avis des aînés est toujours la bienvenue. Parce que les idées qu'ils ont peuvent nous emmener plus loin, même si ce sont des idées qui pour nous sont des fois dépassées. Mais il faut toujours tout prendre en considération. Ils ont vécu des choses incroyables qui peuvent nous transmettre, même si on n'est pas obligé de toujours prendre tout ce qu'ils nous disent, mais c'est toujours bon à prendre. Et leur sagesse, elle doit vivre avec nous. Donc voilà, nous, on leur donnera aussi l'occasion de venir nous voir. Il faudra qu'ils viennent nous voir quand ils ont un problème pour venir nous parler, parce qu'il faut qu'on soit là, parce que beaucoup de personnes qui sont seules n'ont pas l'occasion de se débrouiller tout seuls aujourd'hui. L'informatique, tout va très vite. Et ces gens-là sont dépassés. Je le vois, je suis administrateur au Crédit Mutuel, et ça devient de plus en plus difficile pour eux, même avec une carte bancaire, c'est impossible. Prendre un rendez-vous chez un médecin avec... Pardon, excusez-moi. Qui sait qu'il y a... quelles sont les personnes qui vraiment ont accès à Internet, des personnes âgées? On ne pense pas à eux, on pense au progrès, c'est bien, mais on les oublie. On les met aux oubliettes, on a l'impression que, voilà, bof, hein. Mais bon, tout ça, on peut y remédier. Il faut être là pour eux, il faut les seconder, il faut administrativement les aider aussi. Voilà. Nous, on aimerait les accompagner dans ce domaine-là et pouvoir, justement, dans l'administratif, quand ils ont des papiers qui arrivent, il y a toujours des papiers, des lettres qui arrivent, des trucs qui arrivent, et ils ne savent pas mais comment je vais faire ci, comment je vais faire là. Et on aimerait être là pour eux, pour pouvoir les accompagner dans toutes les démarches.
Et justement aussi, il y a la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, c'est important. Ben, si une personne a la chance de pouvoir rester à la maison, si on arrive à trouver des solutions pour que ces gens puissent rester à la maison, on est quand même mieux à la maison que dans une maison de retraite. Je pense. Aussi longtemps qu'on peut prolonger ou éviter le fait d'aller à la maison de retraite. Je me rappelle un jour, le curé à Heinemann me disait, tu devais aller en maison de retraite, et il me disait, so, excusez-moi, je le dis en alsacien, il parlait en alsacien avec moi. So, Endstation. Mais bon, là, c'est notre devenir à tout le monde, c'est la vie, elle est ainsi faite. Mais bon, ce que nous on aimerait, c'est penser aux aînés, surtout penser à eux. Ensuite, on aimerait aussi créer, avec des bailleurs sociaux, essayer de créer des logements pour seniors, ce qui est important pour que les seniors puissent rester dans le village. Il faudrait trouver des solutions, il faut se concerter, il faut voir. Il y a sûrement quelque chose à faire. Mais, voilà, ça reste des projets, ça reste des ambitions. Et avec eux, on peut travailler ensemble, on peut voir quels sont les besoins. Alors, bien vieillir, ce n'est pas seulement pouvoir rester chez soi, c'est continuer à compter, et compter sur les autres aussi. Parce que les autres, c'est important quand on vieillit. Ensuite, il y a la solidarité. Il y a des moments dans la vie où souvent tout bascule. Ça bascule, voilà. On est malade, on a un accident, on perd un emploi. Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas à l'abri. Donc pour ces gens-là, on aimerait être là aussi, voilà. Avoir une porte ouverte, pouvoir les aider dans l'administration aussi, pareil. Et souvent, ces gens-là sont fragilisés. Parce que quand on se retrouve sans emploi, la décadence elle est très très rapide. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, c'est mettre en place une aide également, encore une fois, ça rejoint les démarches administratives en mairie, pour pouvoir aider ces gens-là. Bien sûr, il y a d'autres aides aussi, pouvoir aussi les écouter. Écouter, c'est important. Et c'est ce que nous ne faisons pas en ce moment. Beaucoup de gens, on n'écoute pas les gens, on ne s'écoute pas entre nous parce qu'on a trop de choses à faire, chacun pense qu'à soi. Mais la solidarité, c'est un grand mot. C'est avoir du cœur, penser aux autres. C'est créer, c'est rassembler, c'est être là, penser aux autres, c'est important. Et ce qu'il y a dans le village à Eigenheim, ça devrait être comme ça. On avait ça, je me rappelle quand j'étais petite, on se connaissait tous, on se rencontrait dans la rue, on se serrait la main, on s'entraidait. Quand quelqu'un n'avait pas quelque chose, on allait lui rendre visite, on lui aidait. Quand quelqu'un n'allait pas bien, on essayait de l'aider, même dans les tâches ménagères. Ça devrait recréer ce lien, ça serait bien pour pouvoir avancer, quoi. Ensuite, il faut justement que ces gens qui se retrouvent dans des difficultés puissent se dire « je ne suis pas seul ». C'est important. Et j'ai de l'aide, je peux aller m'adresser à quelqu'un. Notre ambition, faire d'Eigenheim une ville tournée vers l'humain. Ce que l'on oublie souvent, et puis l'humain reste souvent mis de côté. Je laisse maintenant la place au dernier axe de notre programme à Eigenheim, une dynamique fière de son identité. Merci pour l'écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Lynn, j'ai grandi ici et j'ai aussi choisi de faire grandir mes enfants à Eigenheim. J'ai un diplôme dans la gestion agricole, je suis très proche de la nature et de l'environnement. Mon métier aussi m'amène chaque jour à accueillir et échanger avec des personnes venues de tout horizon et du monde entier. Et cela nourrit mon ouverture et mon sens du contact. Je suis aussi passionnée de chevaux, présidente de la TRAC, et ce qui me permet de partager ma passion avec le plus grand nombre et aussi m'investir pleinement dans la vie locale. Je tiens à excuser aussi Christian et Stipo qui devaient être parmi nous ce soir mais qui malheureusement n'ont pas pu être là, qui font aussi partie de notre équipe. Et je vais laisser mes colistiers se présenter.
Also, guten Abend miteinander. Ich stelle mir vor, ich bin Schmidt François Wagner, 70 Jahre alt, also an irgendeinem Dialekt, also ledig und bin also in Dings, habe geschafft, also 34 Jahre in der Agrarchemie in Basel und mache vor allem mache ich also Dings in der ISL 40 Jahre mit. Das heisst, wo der Papa vom Dings geehrt hat und eben da vom jetzigen Meer, oder? Von Thomas Zeller. Das heisst, etwa 40 Jahre, als ich jetzt schon dabei bin. Und im Gesangverein schon 48 Jahre und 33 Jahre bin ich dort schon Kassierer. Und im Holzstäbel in Berlin seit etwa 20 Jahren. Und dann sind noch andere Vereine, die es nicht mehr geht, leider, oder? Bis das Veloclub, wo ich etwa 20 Jahre dabei war im Vorstand. Und im Kirchenbau habe ich auch noch mitgewählt, oder? Etwa 15 Jahre lang. Und jetzt merke ich noch, also etwas angelesen, also Französisch natürlich. Nous soutiendrons pleinement les associations de notre commune car elles jouent un rôle essentiel dans la vitalité sociale, éducative, culturelle et sportive du territoire. Elles créent du lien et contribuent chaque jour au bien-être, au bien vivre ensemble. Je passe la parole à Lynn. Bonsoir. J'aurais bien voulu parler en alsacien, malgré les 19 ans que j'ai passé à Eigenheim, plus une année à Rosno, ça fait 20 années dans le département, mais je ne suis toujours pas capable de prononcer un mot en alsacien. Mon nom c'est Olivier Di, je suis docteur en pharmacologie et en chimie analytique. Je travaille de l'autre côté. J'ai 2 enfants, 2 grandes filles, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc je suis à Eigenheim depuis 19 ans. Pour vous parler de mon engagement, je vais vous donner une phrase. J'aime bien parler en phrases. C'est comme ça qu'on parle chez les Bantous, parce que je viens quand même de l'Afrique, je suis Bantou. On dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Moi, j'ai eu cette chance, quand je suis arrivé à Eigenheim, d'être intégré au tissu associatif très rapidement. Donc, je tiens à remercier, dans ce cadre, le président de Jeunesse à venir qui est parmi nous ce soir, parce que ça a facilité effectivement mon association, mon intégration dans la ville. Je suis aussi présent au football, c'est aussi quelque chose qui permet de s'intégrer. Et donc, mon engagement, c'est vraiment faciliter l'intégration de ceux qui arrivent, parce que Eigenheim a une chance inouïe, c'est sa diversité, et très souvent, ceux qui arrivent sont un peu perdus par rapport à ce qu'ils peuvent faire sur Eigenheim. Alors, si on a eu un moyen de mieux les intégrer avec des gens qui comprennent les problèmes parce qu'ils sont aussi passés par là, ce serait une bonne chose. Donc, c'est, si vous voulez, mon engagement. Donc, je m'engage à faire en sorte que tous ceux qui sont sur Eigenheim puissent s'intégrer comme moi, j'ai pu le faire. C'est la raison pour laquelle je le dis. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Alors, je dis déjà merci à Eigenheim de m'avoir donné, et maintenant, c'est à moi de donner. Bonsoir à tous. André Pajot, retraité, 79 ans. J'ai déjà fait beaucoup pour Eigenheim. 30 ans membre de l'association des agriculteurs, président, vice-président. Nous fêtons le 100e anniversaire cette année. Je fais partie du club des Amis de la Pétanque de Haguenau.
et du centre culturel et sportif de Isingue. On ne s'habille pas à la retraite. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je m'appelle Robert Bayer, je suis natif de Egenheim. Voilà, depuis 75 ans bientôt, ça commence à faire peser. Je suis retraité de l'éducation nationale. J'ai enseigné les mathématiques pendant 35 ans au lycée Jean Mermoz de Saint-Denis, jusqu'au jour où, fatal, où on m'a présenté comment on appelle ça, le carton rouge, parce que, paraît-il, j'avais dépassé l'âge fatal, l'âge où tout fonctionnaire doit dégager, alors que je me sentais encore parfaitement capable de continuer à jouer au théâtre, parce que ça aussi enseigné, à jouer au théâtre devant mes élèves, que je regrette. Voilà, alors j'ai été d'autant plus content de voir un soir Frédéric venir chez moi pour me tirer de cette retraite un peu trop paisible et me solliciter de participer à cette aventure initiée par Séverine. J'ai été curieux d'abord et ensuite charmé. Le mot est vrai, charmé par cette équipe, tellement je ne les connaissais pas, la plupart. Et j'ai été charmé parce que j'ai rencontré des gens, des camarades qui sont enthousiastes, conviviaux et également compétents. Voilà pourquoi je suis là ce soir, derrière Séverine, pleinement. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Garcia Bourtalo, ça fait 26 ans que je suis en France, à Egenheim maintenant, et je suis l'ancienne fille de la restauration, tout le monde me connaît je pense, à Egenheim de la Roma, et maintenant je travaille comme aide à la personne dans une maison de retraite, et je suis finalement maman de 2 enfants, et c'est pour ça que je m'engage, pour mes enfants et pour nos enfants. Une commune, ce n'est pas seulement des routes et des bâtiments. C'est aussi une énergie, une vie locale, des rencontres. Ce qui fait battre le cœur d'un village, ce sont les habitants, les bénévoles, les associations, les commerçants et les artisans. Toutes ces personnes qui, au quotidien, font vivre Egenheim, on les remercie chaleureusement pour cela. Lors de la consultation citoyenne, certains commerçants nous ont confié un ressenti. Celui de ne pas toujours se sentir suffisamment écouté ou accompagné, notamment pendant des périodes difficiles, comme le Covid, la crise énergétique. Ce témoignage dit quelque chose d'important. Nos commerçants et nos artisans ont besoin d'être reconnus, écoutés et considérés comme des acteurs essentiels de la vie du village. C'est pourquoi ils seront représentés au conseil consultatif pour pouvoir exprimer leurs besoins. Nous l'associerons aux grandes manifestations communales afin de générer des retombées économiques. Et nous les soutiendrons via l'association Parcours qui œuvre pour augmenter leur visibilité et la consommation locale. Ensuite, pour faire vibrer Egenheim toute l'année, nous organiserons différents événements. Fête de la musique. Imaginez plusieurs scènes ouvertes reparties dans tout le village pour permettre aux musiciens amateurs, aux groupes et DJ locaux de faire vibrer Egenheim lors d'une soirée. Les soirées estivales dans nos villages. Proposer une soirée festive chaque semaine au mois de juin. La commune met à disposition une place, une scène et un groupe de musique. Et les associations se relèvent pour tenir le bar et la restauration. À la fin du mois, les recettes sont mises en commun et reparties équitablement. Une belle façon d'animer le village, tout en soutenant la vie associative. Fête des voisins. Encourager et accompagner ce moment simple et chaleureux entre voisins.
pour renforcer les liens et la convivialité dans nos quartiers. La magie de Noël dans nos villages, développer le marché de Noël avec des espaces extérieurs et créer une véritable ambiance dans le centre du village. Décoration, vitrines et rues illuminées, en encourageant habitants et commerçants à y participer. Ces événements ne pourraient pas avoir lieu sans le soutien des associations du village. Donc pour cela, donnez la parole à Lynn. Merci. La vitalité du village passe aussi par sa vie associative et culturelle. Nous voulons mieux accompagner les associations qui sont un pilier du lien social à Eguenheim. C'est pourquoi nous proposerons l'organisation d'une journée annuelle des associations pour permettre aux habitants de découvrir leurs activités et valoriser l'engagement de leurs bénévoles. Nous souhaitons également mettre en place un véritable programme culturel annuel avec des rendez-vous réguliers qui animent la commune tout au long de l'année. Enfin, notre identité est une richesse et nous veillerons à encourager et valoriser la langue et la culture alsacienne, même si certains sont un petit peu contre l'Alsace ce soir, qui font partie de l'histoire et de l'âme de notre territoire. C'est pourquoi nous voulons donc offrir aux associations un soutien durable pour leur donner la visibilité nécessaire, un dialogue régulier et constructif afin de co-construire les projets, des moyens adaptés pour qu'elles puissent poursuivre leur mission dans de bonnes conditions, une reconnaissance claire car leur engagement bénévole mérite d'être valorisé. Soutenir les associations, c'est investir dans ce qui fait la force et l'âme de notre commune, la solidarité, la créativité, l'énergie de celles et ceux qui se sont engagés pour les autres. En parlant de créativité et d'énergie, Robert, n'aurais-tu pas quelque chose concernant notre beau patrimoine ? Un petit texte pour la maison Imelin, notamment. Élégie pour une maison. En un temps déjà ancien, avant les grandes métamorphoses, était l'école de mon enfance. Avec mes maîtres, jadis respectés de tous, leur souvenir à jamais dans mon cœur et mon esprit. Jouxtant l'école, il y avait une maison en laquelle ardait une antique forge. Comme tant d'autres alentours, elle fut emportée par les vents de la modernité. Mais qui s'en souvient encore? En face, abandonnée, une demeure à colombage tristement agonise, d'indifférence accablée. Parfois, le passant attentif peut percevoir sa morne plainte. Où sont mes occupants? Où mon propriétaire? D'aucuns le disent noyé dans des contes interminables. Un brin nostalgique, je m'assois sur le banc, derrière le jardin du presbytère. Alors me vient un rêve, un doux frémissement en cette maison, un nouveau printemps, des étagères, des livres, des sièges, de la musique, des peintures, des verres et des tasses, une chaude ambiance de café, un abri de paix, de rencontres et de culture. On y lirait, échangerait. Certains y donneraient de menues conférences, diraient des poèmes, y grêleraient quelques arpèges. Dans mon rêve, au centre du village, tout à côté de notre chère école communale, une maison était perdue. Et voilà qu'elle retrouve une âme. Et dans cette maison, au bien loin, le sourire allumé et éteint le portable,
Ici, le repos est de mise. Ici, le temps s'immobilise. Oui, dans cette maison, vous viendrez. Merci à tous, merci Robert. Après cette magnifique conclusion sur nos projets, je vous propose de redescendre un petit peu sur Terre. Passons de la poésie à la réalité, parce que les projets c'est bien, mais comment on les réalise? Comment on les finance? Comment on les organise? Et surtout, comment on les mène jusqu'au bout? Certains disent que nous avons un catalogue de promesses. Non, ce n'est pas un catalogue. Ce sont des mesures concrètes, travaillées, une feuille de route. Ce que nous annonçons, nous l'avons réfléchi et planifié. Alors la vraie question est, comment allons-nous faire avancer Egenheim? Et pour cela, je passe la parole à Barbara. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Céline Nas. Je suis assistante de direction spécialisée dans la communication et l'événementiel. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je vous rassure, je suis la dernière à me présenter, donc le temps de la pause et de l'apéritif approche. Je m'appelle Barbara Villa, j'habite Egenheim depuis 12 ans. J'ai 2 enfants scolarisés à Egenheim et aujourd'hui j'ai envie de donner de mon temps et de mon énergie pour la commune où mes enfants grandissent. Alors, en effet, comme Séverine a dit, comment allons-nous faire avancer Egenheim? Pour nous, la réponse repose sur 3 piliers. Il faut maîtriser les dépenses, investir intelligemment et créer de nouvelles recettes. La première responsabilité d'une équipe municipale, c'est de gérer sérieusement l'argent public. Quand les dépenses sont bien maîtrisées, on se donne de la marge pour agir. Et cette marge permet d'investir sans mettre la commune en difficulté. Concrètement, cela veut dire mieux gérer nos bâtiments, réduire les dépenses d'énergie, optimiser nos processus administratifs, mutualiser certains services quand c'est utile, ou au moment opportun renégocier certains emprunts. Mais soyons clairs, l'objectif n'est pas de faire des économies pour faire des économies. L'objectif, c'est de redonner de l'air à la commune pour agir. Pendant le prochain mandat, 2 emprunts vont arriver à leur terme. Cela va progressivement libérer de la capacité financière pour la commune. Et soyons lucides, une commune ne se développe pas simplement en se serrant la ceinture. Il faut aussi investir. Investir pour avancer. Investir pour ne pas stagner. Car gérer, c'est bien, c'est nécessaire, mais agir, c'est mieux. Deuxième point, pour avancer efficacement, il faut prioriser. Un mandat dure 6 ans. Celui-ci peut être même 7 ans. On ne pourra pas tout faire en même temps. Notre méthode est donc simple. On va échelonner nos actions dans le temps. D'abord, on va mettre en place des actions rapides, simples, peu coûteuses, qui vont améliorer immédiatement votre quotidien, comme autour de la sécurité routière, certains services municipaux ou la démocratie participative. Ensuite, des projets qui demandent de la préparation, des études, des partenariats, des financements, comme la rénovation des logements communaux, l'installation de panneaux photovoltaïques, ou encore le développement de l'attractivité économique. Et enfin, des projets plus structurants, qui s'inscrivent dans une vision à long terme pour le village, comme l'aménagement du cœur de ville, ou les projets liés aux mobilités et au transport. Mais dès le début du mandat, il faut initier les projets à fort impact, tels le pôle santé ou la prévention des risques climatiques. Cette organisation va nous permettre d'agir dès le début du mandat et préparer sérieusement les projets les plus ambitieux. Un point essentiel, la préparation des dossiers. Beaucoup de projets peuvent être financés avec des subventions de l'État, de la région, du département ou de l'Europe, mais ces financements arrivent vite et pour une période de temps limitée. Donc les communes qui les obtiennent sont les communes qui sont prêtes.
Donc notre objectif est simple, préparer les projets tôt, monter les dossiers en amont et aller chercher ces financements. Parce que chaque subvention obtenue, c'est moins d'argent à payer pour la commune. Et nous voulons être clairs sur un point, aucun projet ne sera lancé sans la concertation avec les habitants et sans avoir assuré le financement. Car l'argent public, c'est votre argent. Et les grands projets engagent la commune pour des années. Le troisième point est de générer de nouvelles recettes. Pour cela, nous avons plusieurs pistes. Nous pouvons valoriser les logements et bâtiments vacants, ou développer la zone d'activité sud, ou pourquoi pas mettre en place des parkings payants à la frontière. Ces recettes permettront d'investir, tout en maintenant une fiscalité stable. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut une chose essentielle, une équipe organisée. Et dans beaucoup de communes, tout repose sur le maire. Et nous voulons fonctionner différemment. Plusieurs membres de notre équipe ont de l'expérience en gestion de projet, en planification, en suivi budgétaire. Cela permettra d'avancer sur plusieurs projets en parallèle et de mobiliser toutes les compétences de l'équipe. Donc, au fond, c'est cela la responsabilité. Nous avons des projets, mais surtout, nous avons une méthode pour les réaliser. Et c'est ce que nous proposons. C'est une commune bien gérée, avec méthode, transparence et efficacité. Merci. Et voilà, nous arrivons déjà au discours de clôture. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents ce soir. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous parler avec le cœur. Parce que derrière tout ce que nous avons présenté ce soir, les projets, les idées, les ambitions, il y a une chose simple, notre attachement à Egenheim. Nous aimons ce village. Et nous croyons profondément qu'Egenheim peut être encore plus vivant, plus dynamique, plus fier de lui-même. Nous croyons qu'Egenheim peut retrouver un nouvel élan. Un élan porté par une équipe renouvelée. Une équipe qui apporte de l'énergie, des idées, une méthode claire, mais aussi beaucoup de respect pour ce qui a été construit avant nous. Parce que changer de gouvernance, ce n'est pas effacer le passé. C'est ouvrir une nouvelle étape. C'est regarder vers l'avenir. C'est dire que notre village peut continuer à évoluer, à s'améliorer, à avancer. Nous voulons une commune qui écoute vraiment ses habitants. Une commune qui consulte avant de se décider. Une commune où chacun peut se sentir entendu, respecté, impliqué. Parce qu'une commune n'appartient pas à une équipe municipale. Une commune appartient à ses habitants. Vous avez vu notre équipe ce soir. Des femmes, des hommes différents, avec des parcours variés, mais unis par une même chose, l'envie sincère de servir notre commune. Nous ne promettons pas des miracles, mais nous promettons du travail, de l'énergie, de l'engagement. Nous promettons d'écouter, d'agir et d'avancer avec vous. Maintenant, la décision vous appartient. Dimanche 15 mars, vous aurez la possibilité de choisir. Continuer comme avant ou ouvrir une nouvelle dynamique pour notre village. Si vous croyez comme nous qu'Egenheim mérite plus de dynamisme, plus d'écoute, plus d'ambition pour son avenir, alors je vous invite dimanche à nous faire confiance. Allez voter, mobilisez-vous, faites entendre votre voix. Faisons avancer notre village, faisons-le ensemble. Donnons à Egenheim un nouvel élan, et pour cela, votez, agir ensemble pour Egenheim. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'être proche et à l'écoute, et ça commence maintenant. Nous allons prendre un temps de questions et réponses ouvertes, parce que nous pensons que vos questions peuvent intéresser votre voisin. Nous ne limiterons pas le nombre de questions. Et si certains, malgré tout, se sentent plus à l'aise en petit comité, peu après, nous aurons accès à l'apéritif, au verre de l'amitié,
et on pourra continuer la discussion, chacun avec le reste de l'équipe. Alors, à vous la parole, maintenant. J'ai une petite question. Juste, ces micros sont... Ils sont pas très forts, donc peut-être que vous devrez l'approcher maintenant. Vous avez parlé de cette dame qui a un problème pour trouver un médecin dans le coin qui va aller à Turkheim. Eh ben, si vous faites venir des médecins, des spécialistes... Dans le micro, s'il vous plaît. Si vous faites venir des médecins, des spécialistes, ils vont forcément emmener leur clientèle, donc ils ne seront peut-être pas enclins à vouloir élargir cette clientèle. Merci pour la question, elle est tout à fait légitime. Alors cette dame en l'occurrence, c'était son médecin généraliste qu'elle a gardé depuis des années là-bas parce qu'elle n'en trouvait pas ici. C'est une chose, mais j'entends bien, il y a des médecins spécialistes également, et que ce soit généraliste ou spécialiste, il se peut effectivement qu'ils ramènent leur clientèle, ce qui a été le cas, on l'a vu avec les médecins qui sont venus du Nord, on le sait très bien, qui n'ont finalement pas accepté beaucoup plus de nouveaux patients, puisque finalement ils ont ramené leur patientèle déjà bien fournie. Alors, nous vous l'avons dit, on est plusieurs professionnels de santé. Vous l'avez peut-être vu dans ma présentation, j'ai la chance aussi de donner quelques cours à la fac de médecine tous les ans. Je parle avec les étudiants en médecine et effectivement, c'est toujours un avantage d'avoir cet accès à des jeunes qui vont devoir s'installer. Alors comme vous le savez, il y a une loi qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Les jeunes médecins vont devoir faire une année de transition, de stage, avant de s'installer définitivement. Et c'est une des manières où on pourra les attirer à Egenheim sans qu'ils aient déjà, comme vous venez de le dire, effectivement, une patientèle bien établie. C'est un des moyens, il y en a d'autres. Notre stratégie sera globale, encore une fois, pour les attirer en leur permettant d'avoir des accès, comme on l'a dit, pour leur famille, à certains services. Et peut-être également, on a parlé du logement au-dessus de l'école maternelle qui pourra être réhabilité. Peut-être également d'avoir ce logement à disposition d'internes, de jeunes futurs médecins qui viendraient également chez nous. Donc il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs leviers. Je ne vais pas les établir tous ici, mais en tout cas, on pourra en parler plus tard si vous voulez, plus en détail. Vous m'entendez? Mon nom est Hubert Exer. J'ai été candidat il y a une trentaine d'années au conseil municipal. Mais je voudrais juste vous adresser un petit programme. Vous avez parlé beaucoup du centre de Egenheim, mais vous n'avez pas parlé de l'annexe qui s'appelle la Vignette. Et la sécurité est importante parce que c'est une vraie autoroute qui a des gens qui passent à presque 100, voire 130 km/h pendant la nuit, et il faudrait donc dans l'avenir faire quelque chose pour que justement la sécurité soit assurée dans le quartier de la nuit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter, mais on en rediscutera peut-être lorsque vous serez. Merci beaucoup, merci pour cette question. Déjà félicitations pour votre engagement. Moi j'admire toujours toutes les personnes qui s'engagent, que ce soit au niveau associatif ou communal. Effectivement, la sécurité routière est une de nos priorités, puisqu'elle a été également une de vos priorités dans notre consultation citoyenne, et surtout parce qu'on sait qu'il y a malheureusement déjà eu des accidents, et pas seulement au centre, comme vous venez de le dire. Il me semble qu'on a dit effectivement qu'il y a plusieurs axes qui sont concernés par les mesures que nous allons prendre. Tous les axes, les gros axes passant d'Egenheim, clairement. On parle de la rue de Burgfelden, la rue de Bâle, donc vous êtes concernés directement, c'est la rue de Bâle. Non, de Burgfelden, pardon. C'est la rue de Burgfelden.
qui vous concernent au niveau de la vignette, la rue de Bâle également, la rue d'Agenthal, la rue de Buchwiller, la rue des Ingues. On sait qu'il y a un problème au niveau de la sécurité routière sur tous ces axes-là, et ça sera une de nos priorités, vous l'avez vu, pour mettre en place des dispositifs qui pourront permettre de ralentir autant que possible les voitures et éviter des accidents qui ont malheureusement effectivement déjà eu. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, c'est vrai? Je suis là derrière. Je vois vos têtes, d'accord. Et moi, monsieur, je ne sais pas si on mentionne, j'habite au bout de la rue de Bourgfelden, donc je ne peux que faire écho à ce que vous dites. Je ramasse régulièrement des chevreuils devant chez moi. Et il y a des doublements très dangereux sur cette rue, et la sécurité routière vraiment n'est pas fantastique en effet. Il est vraiment important, pour faire écho à ce que vous dites, de considérer toutes les rues, et les rues périphériques, et les quartiers périphériques d'Egenheim. Au-delà de la sécurité routière, quand la rue de Bourgfelden a été refaite, il y a eu un magnifique plateau qui a été posé, mais qui n'adresse pas l'entrée du village, qui est l'endroit où les gens roulent le plus vite. Mais j'ai entendu que la rue de Bourgfelden est terminée. Une petite anecdote, quand je suis arrivée dans le village il y a 13 ans, nous avions de magnifiques décorations de Noël devant chez nous. Elles ont été retirées pour être mises dans le centre-ville. Donc je pense que pour faire écho à ce que vous dites, il y a vraiment besoin de considérer les routes et les quartiers périphériques d'Egenheim comme faisant partie importante du village. Moi, j'habite pas à Egenheim, j'habite à Bartenheim, je peux parler quand même, hein? Ça fait. Bonsoir à tous. C'est Maria de la Rome à Egenheim. Ça m'a fait mal que je suis partie. Moi, je suis contente parce que c'est tranquille. Tout ce que vous avez dit ce soir, ça me plaît. À l'époque, quand j'arrivais en France, 28 ans en arrière, c'était mieux. Tous les commerçants, on avait des réunions, on était tous ensemble, on parlait tous ensemble, on faisait la caravane de Noël, on était vraiment tout unis. Après, c'est tout résumé. Après, moi, j'ai parti et ça m'a manqué beaucoup. Ça m'a manqué, ça fait déjà des années avant le Covid. J'espère que tout ça que vous dites, ça va venir. Parce que après, c'est magnifique. C'est ça. Et si vous avez besoin d'aide, comme des personnes âgées, moi, je suis disponible. Merci beaucoup, Maria. On attend votre retour à Egenheim. Merci. Surtout la pizzeria qui était ici. Si on a des gens qui parlent une autre langue que le français, qui souhaitent s'exprimer dans la langue, c'est aussi l'occasion de poser des questions en anglais ou en allemand. On a un projet qui peut répondre à toutes ces questions. C'est ça votre force. Oui, là, je crois que le monsieur a Oui, bonsoir. Oui, ça va marcher. Moi, j'aimerais savoir ce que vous entendez par financement 100% sécurisé. Quelqu'un a dit avant que l'argent, c'est le nerf de la guerre, effectivement. Et comment vous allez mettre concrètement en place la concertation de la population pour les projets supérieurs à 150 000 €. Voilà. Très bien, merci pour cette question. Alors, les deux questions, en fait, s'imbriquent, hein, donc je vais les prendre ensemble. Effectivement, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous n'engagerons que les gros projets, les projets à plus que 150 000 €. Une fois vous avoir consulté et avoir eu un financement sécurisé. Qu'est-ce que cela veut dire?
nous allons mettre en place la méthode que Barbara vous a expliquée. C'est qu'évidemment, avant d'engager un projet, il faut voir les coûts, il faut également voir les financements. On l'a dit, une commune de notre taille en tout cas, même les plus grandes, ne peuvent pas faire des grands projets sans soutien, sans financement, compte tenu de différents partenaires, que ce soit l'État, la région, le département, l'Europe, et selon les actions d'autres instances comme l'ADEME, l'ARS, etc. Donc, nous allons anticiper, monter les dossiers pour l'ensemble des projets que nous vous avons présentés. Une fois que ces financements seront disponibles, nous saisirons les opportunités, parce que ces financements ne sont pas disponibles pour une durée étendue et il faut être prêt, comme elle l'a dit, il faut être prêt à soumettre ces dossiers. Nous les soumettrons. Une fois le retour de ces différentes instances, institutions obtenues, nous saurons exactement sur quel pied danser, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire combien ça va nous coûter, combien on a de subventions, quel est le reste à charge, comme ce que je vous ai présenté pour le pôle santé. Et à ce moment-là, nous viendrons vers vous. Nous ferons des réunions publiques pour vous expliquer le projet et les différentes options concernant le reste à charge, comme par exemple, s'il serait nécessaire, d'établir un emprunt. Nous vous expliquerons les détails et les modalités de cet emprunt, et ce sera à vous de dire si ce projet correspond à vos besoins et si on y va ou pas. Voilà la méthode que l'on établira. Je voudrais apporter de la braise à tapis en disant je suis au football club de Guénal. Je vous parle d'un cas concret. Il y a plusieurs années, depuis que je suis au football club de Guénal, ils parlent de faire un terrain synthétique. Un terrain synthétique parce que en période d'hiver, les terrains ne sont plus assez praticables et donc ça pose problème pour la pratique du football par les jeunes. Je suis allé à l'Assemblée générale de la Ligue en fin novembre et j'ai appris qu'ils avaient de l'argent, qu'il leur restait de l'argent, qu'ils pouvaient octroyer aux différents clubs pour pouvoir faire des projets. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on est prêt, si on a déjà fait son projet et qu'on est prêt à sauter sur l'appel d'offres qui est lancé, on va déjà avoir un projet et ils pouvaient financer des projets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pouvait mutualiser ce projet, par exemple, avec le lycée ou le collège, pardon, qui aussi pourrait avoir ses élèves qui pourraient venir jouer sur un stade synthétique pendant les périodes hivernales. Tout ça pour dire quoi? Pour dire tout simplement qu'il faudrait, et c'est la force de notre équipe, avoir des chasseurs, pas facile de tête, mais d'appel d'offres. Et une fois que le dossier est bouclé, parce que nous savons gérer des projets, à ce moment-là, on va défendre notre projet et je peux vous assurer qu'il y a de l'argent qui est de temps en temps disponible, mais il faut savoir à quel moment aller le chercher, parce que quand on vient trop tard, malheureusement, cet argent ne nous attend pas. Donc ce sont des choses très concrètes, mais si on ne pense pas, comme disait ma grand-mère, on ne peut pas réaliser. Bonsoir à tous. Moi, c'est Gilles Sanchez. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous. Donc, moi, c'est Gilles Sanchez, l'article de Guénal depuis plus de 50 ans. Personnellement, j'ai un projet de réhabilitation d'une maison alsacienne, bien plus petite que la maison Hina, que dont vous avez fait référence ce soir. Ben, moi, je me retrouve avec peu de subventions. J'entends des subventions de l'Europe. Si vous avez des adresses, je suis preneur, parce que les prix actuellement de la construction sont exorbitants, mais franchement exorbitants. Donc, moi, si vous avez des petites astuces pour financer ce projet, je viens prendre du temps. Merci. Très bien. Les financements peuvent être obtenus, comme on l'a dit, de différentes institutions, selon le projet, évidemment, qui sera établi.
Donc vous parlez de la maison Himelin? Oui. On a la slide du backup, du chiffrage? Vous parlez de quel que ce que moi je veux rénover? Non, je ne rénove pas la maison Himelin, moi je rénove. Non, mais vous preniez pour exemple, vu que vous disiez vous rénovez une maison alsacienne, j'imagine que vous... Non, c'est ça. Vous avez mis la maison Himelin en avant. Donc moi je voudrais savoir si vous avez eu un petit budget comme ce que vous nous avez présenté sur le pôle santé par exemple. Parce que moi, les subventions actuellement, elles sont à la baisse, quoi. Pour l'instant, on a chiffré à combien reviendrait la réhabilitation de la maison Himelin. On n'est pas encore allé voir les subventions que l'on peut obtenir à ce niveau-là, effectivement, puisque comme l'a dit très justement Olivier, les subventions fluctuent. Il y a en tout cas la Fondation du patrimoine, pardon, les mots m'échappent, que vous pouvez demander. Il y a la CEA qui donne des subventions pour la réhabilitation des maisons alsaciennes. Donc ces deux pistes-là, et comme on l'a dit tout à l'heure pour la maison Himelin, on vous consultera en amont cette fois-ci pour savoir quelle destination vous pensez serait la meilleure, parce que cette maison est vraiment stratégique au centre du village. Donc on vous l'a expliqué, on voyait plutôt un lieu culturel, intergénérationnel qui réunirait tout le monde, mais évidemment là on le laisserait à la décision de la population, et ensuite on engagerait la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure et on reviendrait là-bas. Merci pour la question. David, est-ce que tu peux dire un mot sur la maison Himelin? Bonsoir. Pronto? Je m'appelle Fiora, je viens de l'Italie, j'essaie de parler français, j'espère que ça va être compréhensible. J'ai deux questions. Un, c'est, j'habite ici depuis 6 ans, donc je connais sûrement cette administration ici, qui est maintenant Thomas Seller, et j'ai lu qu'il y avait beaucoup de problèmes pour les financements, pour les projets, pour les dettes qu'il avait reçues par l'administration avant précédente. Et je voulais savoir si ces dettes maintenant ça reste encore ou pas, si ça va mettre en danger les projets de futur. Ça c'était une question. Deuxième question, c'est comme je suis maman de 2 enfants, je voulais savoir concrètement qu'est-ce que c'est possible de faire pour la sécurisation de la route pour l'école, c'est rue d'Argental. Et le projet de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de faire cette grande route parce que pas les camions ça passe pas pour le centre de la ville, oui. Ça va être le cas, parce que je n'ai pas compris combien d'années ça prend pour sécuriser. Oui, merci. Je commence par la question du contournement. Ce projet, comme vous l'avez entendu, c'est un peu un serpent de mer pour Egenheim. Ça fait 30 à 40 ans qu'on en parle. Alors, oui, il y a une étude en cours financée entièrement par la Suisse. On attend les résultats de cette étude et en fonction de cette étude, le contournement se fera à une échéance qui nous est pour l'instant encore inconnue. Donc oui, c'est ce qu'on disait, on le soutiendra, on appuiera de toutes nos forces. Malheureusement, ce n'est pas le ou la maire d'Egenheim qui pourra faire en sorte que ce contournement ait lieu, sauf en l'appuyant encore une fois, parce que ça implique d'autres institutions, d'autres instances, comme notamment nos amis helvètes. Donc nous, on va mettre en place des mesures de sécurisation au centre du village, parce qu'il faut agir maintenant, je suis d'accord, il faut agir maintenant, vu l'expansion du trafic routier. Ensuite, la première question. Donc, les finances de la commune ne sont pas mauvaises. Les finances de la commune, en tout cas, nous permettront, avec la méthode que l'on vous a expliquée, d'appliquer nos projets. De plus, on l'a dit, au cours des prochains mandats, en tout cas, de prêts arriveront à échéance qui permettront d'avoir une capacité d'autofinancement encore supérieure à ce qu'elle est actuellement pour les dernières années du mandat. Donc, ce qui permettra d'engager d'autres investissements utiles à la population et dont la population a besoin et qu'elle nous dira qu'elle a besoin, on les mettra en œuvre en fonction des besoins de la population.
l'utilisation des voies pour aller à l'école. C'était la deuxième question. D'accord. Alors, vous m'avez demandé sur les voies qui vont à l'école également. D'accord. Donc là, on est plus au centre du village, on est d'accord? Si j'ai bien compris la question. Oui, c'était plus dans le stade. Où il y a 30 km limite, mais en fait, je mets une personne par 30. Oui, mais ça, c'est le code de la route, et malheureusement, alors là, j'ai encore moins de pouvoir pour faire appliquer le code de la route par les passants. On va mettre en œuvre, on va former un ASBP, agent de surveillance de la voie publique. Il a des moyens limités, certes, mais c'est déjà ça, pour éviter les incivilités au centre du village, problème de stationnement, etc. Et comme on vous l'a dit, on étudiera également la mise en place d'une police municipale mutualisée. Mutualisée pourquoi? Pour mutualiser également les coûts, évidemment, avec une de nos communes voisines. Nous avons aussi étudié la possibilité de mettre en place des moyens de rendre certains passages piétons plus visibles. Notamment le passage piéton de la rue de Hagenthal, en effet, qui est entre le périscolaire et le parvis de l'église, et le passage piéton qui est entre le magasin Freud et la maison Yvelin, sont deux passages extrêmement fréquentés par les enfants. Et d'expérience, c'est intéressant si un jour vous essayez de suivre les enfants qui essayent de traverser. Quand un adulte est là, les voitures s'arrêtent. Quand les enfants sont là, les automobilistes peut-être détectent qu'ils sont peut-être moins sûrs d'eux et ils peuvent attendre un peu longtemps avant de pouvoir traverser s'ils sont tout seuls. Mais oui, rendre ces deux passages piétons en tout cas qui sont extrêmement fréquentés par les enfants plus visibles, c'est probablement un très bon investissement à faire pour la commune. Vous avez aussi parlé d'un parc pédestre, vous allez le mettre où? Ce sera une étude à faire en cours. On n'a pas commencé. Il y a des options probablement différentes. J'ai entendu la question. Vous avez parlé d'un parking payant. Ça sera où exactement et combien Alors oui, c'est une de nos mesures pour générer des recettes. Donc il y a plusieurs endroits, vous savez, il y a déjà au niveau de la rue d'Alcheville de nombreuses voitures qui se stationnent le long de la rue, en fait, avant la frontière. Nous pouvons, d'une manière simple, mettre des parcs-mètres pour générer des recettes. Ensuite, il y a également une possibilité, et encore une fois, ça sera en concertation, une possibilité au niveau de la rue du Bagne, qui va vers la Suisse, au niveau de la placette de l'Europe. Alors la placette de l'Europe appartient à la commune. Elle s'intégrera évidemment dans ce qu'on vient de dire, le contournement, le projet de contournement. Donc il faudra travailler à ce niveau-là avec nos partenaires suisses, qui pourront évidemment peut-être aussi nous financer une petite partie, mais en tout cas cette placette de l'Europe est un endroit stratégique qui pourrait justement servir de parking intermodal pour les personnes et frontaliers qui vont en Suisse et qui d'office déjà d'ailleurs y mettent leur voiture. Ça permettrait aussi d'ailleurs de faire passer un bus, encore une fois en fonction du tracé du contournement, c'est quelque chose à étudier, mais un bus qui relierait le centre d'Egenheim à Bâle en passant par la rue de Bâle, ce que nous n'avons pas encore. Donc c'est des emplacements à étudier en fonction des projets territoriaux au niveau des transports et au niveau des voiries, donc avec nos partenaires, que ce soit la CEA pour les routes, que ce soit la Suisse pour beaucoup de ces projets d'ailleurs, ou Saint-Louis Agglomération pour les transports. Donc on a mis également, mais ça sera en concertation avec vous, peut-être le rendre gratuit en tout cas pour les Egenheimer avec un système de macarons ou ce genre de choses, parce que du coup si c'est payé en partie par Egenheim, au moins ça permettrait d'avoir un retour pour les Egenheimer dans ce sens. 1
D'autres questions? Très bien. On pourra continuer les échanges autour d'un verre. Donc, merci à tous pour ce moment d'échange, pour vos questions. C'est comme ça que nous voulons fonctionner, c'est en discutant, en vous écoutant, en partageant. Et merci pour votre présence. Le 15 mars, vous élirez un maire, mais aussi une équipe et un programme. L'alternance est une opportunité. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Faites-nous confiance et votez. Votez le 15 mars, votez, agir ensemble pour Eguenheim.